Timothy West était assis à son bureau chez Johnson Engineering. En tant que chef du département d'ingénierie, son travail consistait à s'assurer que tout problème avec leurs produits était rapidement corrigé, tant à l'usine que sur le terrain. Il avait envoyé Carl Johnson, le neveu du propriétaire, résoudre un problème à Panton, à 6 heures de route de leur emplacement. Carl et 2 mécaniciens y étaient restés 3 jours et étaient déjà revenus, le problème étant résolu. L'entreprise produisait des joints d'étanchéité de différentes tailles, des petits joints domestiques aux gigantesques joints de pression automobile de 30 tonnes. Lorsqu'une de ces machines tombait en panne, la production en souffrait, de sorte qu'un service rapide et fiable était essentiel. Cette machine en particulier était tombée en panne il y a seulement 2 semaines, et Carl avait insisté sur le fait qu'elle était réparée. Cependant, 10 jours plus tard, elle est tombée en panne à nouveau. Carl a appelé, disant que le problème était résolu et qu'il rentrait. Puis Sam, le propriétaire, a appelé Tim dans son bureau et l'a informé que la machine était tombée en panne une fois de plus. L'entreprise insistait pour que Tim s'occupe personnellement du problème. Tim, qui n'aimait pas les conflits, a accepté d'y aller. Il a appelé Chris pour lui faire savoir qu'il serait absent de la ville pendant quelques jours et qu'il devrait annuler leur dîner. Chris n'était pas contente et a dit qu'elle sortirait de toute façon, ne voyant aucune raison pour que cela gâche sa soirée. Elle a raccroché le téléphone avec fracas. Tim a raccroché et s'est demandé où était passée l'épouse aimante qu'il avait connue autrefois. Timothy West avait 32 ans et avait obtenu son diplôme universitaire avec mention, avec une maîtrise en ingénierie et une licence en informatique. Tout chez lui était dans la moyenne, un M75 et 68 kg. Il n'était pas doué pour le sport, mais grâce à son QI supérieur à la moyenne de 150, il était un excellent étudiant. Il était en bonne forme physique grâce à ses 2 séances de sport par semaine et était considéré comme attirant par les femmes. Ses passions étaient sa femme Christina et la restauration de voitures jugées irrécupérables par les compagnies d'assurance. Christina, sa femme depuis 9 ans, avait obtenu son diplôme de médecine à 32 ans et travaillait à l'hôpital local 3 jours par semaine. Elle mesurait un M63, pesait 50 kg, avait une silhouette de 36-23-37, tour de poitrine taille-hanche, et un sourire qui illuminait la pièce. Sa passion était de bien paraître, elle allait à la salle de sport tous les jours et dépensait sans compter. Tim payait tout, l'entretien de sa voiture, l'essence, le loyer de la grande maison qu'elle voulait, toutes les factures ménagères, et contribuait également à un compte joint qu'elle utilisait pour tout le reste. Ils s'étaient mariés juste après l'université et avaient commencé leur vie dans un petit appartement, prévoyant d'épargner pour un acompte sur une maison familiale. Chris insistait sur des comptes bancaires séparés et n'a jamais discuté de ses revenus avec Tim, insistant sur un compte joint unique mais n'y mettant jamais rien. Quand ils ont annoncé leur mariage, les parents de Christina ont pris Tim à part pour lui parler. Plutôt que de faire un discours sur le fait de ne pas faire de mal à leur fille, ils l'ont averti qu'il épousait une femme égoïste qui profiterait de lui. Ils l'ont prévenu qu'elle pouvait dépenser de l'argent comme de l'eau, et sa mère a ajouté que Christina était la personne la plus négligée qu'elle connaissait. Malgré les avertissements, il l'a épousée quand même et a vite réalisé que ses parents avaient raison. Elle vidait son compte bancaire à la moitié du mois et se plaignait ensuite de ne pas avoir assez d'argent. Elle n'a jamais rien économisé, laissé tout là où elle était. Tim rangeait constamment la maison et ses vêtements. L'intérieur de sa voiture ressemblait à une poubelle, avec des reçus froissés jetés sur le sol, que Tim devait nettoyer à la fin de chaque semaine. D'un autre côté, elle avait un appétit insatiable pour l'intimité, il faisait l'amour presque tous les soirs et 2 fois le week-end. Tim voulait désespérément des enfants, mais Chris voulait attendre, alors ils ont attendu 2 ans avant de fonder leur famille. Tim était maintenant superviseur chez Johnson Engineering, gagnant un salaire à 5 chiffres moyens, plus des bonus. Il a décidé de garder cet argent sur un compte personnel parce qu'il savait que Chris trouverait un moyen de le dépenser. Il prévoyait de l'économiser pour l'éducation de ses enfants, alors il n'en a pas parlé à Chris. Avant que Chris n'accepte de fonder une famille, elle a insisté pour déménager dans une maison plus grande. Comme il n'avait presque pas d'économie à cause de son adhésion au club, à la salle de sport, des paiements de sa nouvelle voiture et de ses obligations sociales, ils ont idée de louer. Ils ont trouvé une belle maison de 3 chambres avec un jardin dans un quartier résidentiel sûr, complète avec une piscine communautaire, des espaces barbecue et une salle de sport. Chris a refusé de changer de salle de sport parce que toutes ses amies y allaient. Comme d'habitude, Tim a cédé à ses exigences. C'était un homme faible qui croyait au fait de tendre l'autre joue. Il était le même au travail, où ses subordonnés ne le prenaient pas au sérieux et l'appelaient « Petit Tim ».
Tout le monde le considérait comme un lâche et un homme sous la coupe de sa femme, il ne s'est jamais disputé ni n'a tenu tête. Chris a arrêté de prendre la pilule, et ils ont essayé d'avoir un bébé pendant 1 an sans succès. Tim est allé chez le médecin pour des tests et on lui a dit qu'il allait bien, donc il n'était pas le problème. Christina est aussi allée voir un médecin, mais pas leur médecin de famille, elle a plutôt consulté une clinique de planification familiale. Elle est rentrée à la maison en larmes, déclarant qu'elle était infertile. Tim l'a consolée du mieux qu'il a pu, mais elle semblait profondément affectée. Leur vie intime est passée de presque tous les soirs à 1 fois par semaine, voire pas du tout. Elle est également devenue malicieuse et a commencé des disputes pour un rien. Il y a environ 6 mois, elle a commencé à humilier et à gêner Tim devant ses amis et sa famille. Bien sûr, Tim l'a toujours toléré, il n'était donc pas surprenant qu'il accepte d'aller résoudre le problème que Carl et son équipe n'avaient pas réussi à résoudre à nouveau. Tim est rentré chez lui pour faire sa valise pour quelques jours. Quand il est entré dans la maison, la première chose qu'il a remarqué fut le chaos, les plats du petit déjeuner étaient encore sur la table. Quand il est monté, il a trouvé des vêtements éparpillés dans toute la chambre où Chris avait décidé quoi porter et avait simplement laissé les articles jetés n'importe où. Il a rapidement rangé, lavé les plats du petit déjeuner, puis fait sa valise pour le voyage. Alors qu'il se rendait à son hôtel, il a eu l'occasion de revoir les derniers mois de son mariage. Tout a commencé lors d'un barbecue d'entreprise lorsque Chris a rencontré le nouveau chef du département juridique de l'entreprise, Troy Sims. Troy était un ancien linebacker de la NFL pour les Ravens, contraint de prendre sa retraite à cause d'une blessure au genou. Mesurant 1,98 m et pesant 104 kg, il était énorme. Son surnom dans le sport était « l'ours », et on comprenait pourquoi. Dès le début, il a traité Tim avec dédain, l'appelant « Petit Tim » en face et se tenant sur la pointe des pieds, couvrant ses yeux avec sa main, faisant semblant de chercher Tim alors qu'il se tenait à proximité. Puis il faisait semblant de le remarquer et disait « Oh, te voilà, je ne t'avais pas remarqué », tandis que Tim, rougissant, s'éloignait. Troy a ensuite dit « C'est juste une blague, petit ami », et a ri. Certaines personnes au travail ne trouvaient pas cela drôle, et le chef des RH est venu parler à Tim et a suggéré qu'il réprimande Troy pour son comportement. Tim a juste dit de ne pas s'inquiéter. Tout a commencé lors d'un barbecue qui a eu lieu le 1er samedi de juin. Tim et Chris venaient d'arriver sur le parking et quand Tim est sorti de la voiture, il a vu Troy entouré de ses amis au bar. Quand Chris est sorti, elle a pointé Troy du doigt et a demandé qui il était, car elle pensait le reconnaître. Tim a expliqué qui était Troy et Chris a dit qu'elle aimerait le rencontrer. Tim a expliqué que lui et Troy ne s'entendaient pas et que Troy était un crétin. Alors qu'il s'avançait pour saluer Monsieur Johnson, le propriétaire, Troy a repéré Tim et Christina et a lancé « Eh, Timmy, c'est ta grande sœur ? Elle est trop belle pour être ta femme. Demande-lui si elle veut un jour épouser un vrai homme. » Il y a eu un silence stupéfait, et Troy a réalisé qu'il avait dépassé les bornes. Il a crié « Je plaisante. Sans rancune, petit ami. » Tous ses amis ont ri, mais ce qui a vraiment mis Tim en colère, c'est que Chris a ri aussi. Il a senti son visage rougir alors qu'il s'approchait de son patron et présentait sa femme. Samuel leur a dit d'ignorer Troy et qu'il lui parlerait plus tard. La femme de Samuel, mais, s'est excusée pour Troy et le manque d'empathie de son mari, disant que Troy était un sportif typique et un vaurien. Tim ne voulait pas prendre de verre car Troy et ses acolytes étaient positionnés près du bar et l'auraient probablement humilié. Heureusement, Chad Foster, le chef des ressources humaines, a vu l'incident et leur a apporté des boissons. Il est resté et a bavardé un moment, louant les contributions de Tim au succès de l'entreprise. Tim a demandé à Chris si elle voulait manger quelque chose et est allé au stand de porc rôti. La file était longue, alors il a fallu un certain temps pour obtenir de la nourriture. Il a cherché Chris du regard mais ne l'a pas trouvée. Il a supposé qu'elle était allée aux toilettes, mais après un certain temps, elle n'est pas revenue et il a commencé à s'inquiéter. Mais s'est approché de lui et a demandé quel était le problème. Quand il a expliqué ses inquiétudes concernant Chris, l'une des femmes à leur table a dit qu'elle l'avait vu partir avec Troy et a pointé leur direction. Tim, craignant le pire, s'est précipité après eux, suivi par May. Ils ont contourné les buissons et les ont vus se tenir proches, parlant à voix basse. Quand Chris l'a vue, elle a bégayé et a reculé de quelques pas pour se mettre à une distance plus respectueuse, et chérie, Troy me montrait juste la vue de là. Lac, n'est-ce pas merveilleux? Oui, très romantique, j'en suis sûr, dit Tim. Que insinues-tu? Cria Chris. Oui, Timmy, ne sois pas nerveux, on s'amusait juste,
ce n'est rien, dit Troy avec un sourire narquois. On s'en va maintenant, dit Tim et il prit la main de Chris. Elle retira sa main et dit, arrête d'agir comme un écolier gâté, je reste. Eh bien, moi, je m'en vais. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un pour te ramener à la maison, dit-il et il se dirigea vers la voiture. Mais resta debout et observa toute la scène, lançant à Chris un regard très désapprobateur. Si tu tiens à ton mariage, tu ferais mieux de le rattraper et de t'excuser. Chris lui lança un regard furieux et partit rattraper son mari. Mais regarda Troy qui souriait et dit, tu peux effacer ce sourire de ton visage si tu veux garder ton emploi. Arrête de harceler les femmes des autres. Le barbecue est terminé pour toi, rentre chez toi. Troy savait qu'il valait mieux ne pas discuter avec May, son emploi dépendait vraiment de sa parole, elle contrôlait tout l'argent. Chris rattrapa Tim quand il arriva à la voiture, mais au lieu de lui ouvrir la portière, il contourna la voiture jusqu'au côté conducteur et y monta. Tim lui ouvrait toujours la portière et elle réalisa à quel point il était sérieusement en colère. Quand ils rentrèrent à la maison, dès qu'ils franchirent la porte, elle commença à l'attaquer. Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang? Il était juste amical. Je t'ai dit en arrivant que nous nous détestions, et quand il a essayé de me provoquer devant tout le monde, tu as rigolé avec les autres. Comment penses-tu que je me sois senti en voyant ma propre femme rire de moi? Ensuite, pendant que j'allais nous chercher à manger, il t'a emmené derrière les buissons. Nous n'avons rien fait de mal, nous parlions juste. Eh bien, vous parliez très doucement et vous étiez trop proches, comme tu le sais bien, à en juger par l'air coupable sur ton visage quand tu t'es éloigné. Peu importe si vous avez fait quelque chose ou non, ça en avait l'air, y compris devant la femme de mon patron. Ils se vantent probablement auprès de ses acolytes de t'avoir embrassé. Je t'ai dit que c'était un pervers, mais tu n'as pas écouté. Tout ce que tu as vu, c'était une star du sport et tu étais impatiente d'enlever ta culotte. Laisse-moi te dire que je ne veux plus que tu le revoies, sinon nous réévaluerons notre relation. Tim entra dans son bureau et ferma la porte. Christina resta debout, stupéfaite. Tim ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant et laissait toujours la porte de son bureau ouverte. Pendant la semaine qui suivit, l'atmosphère à la maison fut froide et ils ne se parlèrent que lorsque c'était nécessaire. Puis, un soir, Chris s'assit à côté de Tim et s'excusa pour son comportement, disant qu'elle se ferait pardonner, avant de l'entraîner dans la chambre. Leur étreinte fut tendue au début, mais gagna rapidement en intensité et ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Tim se réveilla le premier et alla préparer le petit déjeuner. Pendant qu'il cuisinait, il repensa à la nuit précédente, bien que ce fût bien, il sentait qu'il manquait quelque chose. Il ne ressentait plus cette connexion spéciale qu'ils avaient auparavant. Il partit au travail, se demandant toujours ce qui lui manquait, et décida de surprendre Chris en l'invitant à dîner. Il dit à son assistante, Tina, une femme d'âge mûr qui le traitait comme une mère, qu'il reviendrait tard du déjeuner, puis il partit. Quand il arriva à l'hôpital, il se rendit à son service et demanda à l'appeler au téléphone. L'infirmière au comptoir lui dit qu'elle était déjà partie déjeuner avec son mari. Tim lui demanda de décrire l'homme, puisque c'était son mari, mais il pensait déjà connaître la réponse. Elle décrivit son pire cauchemar, c'était Troy. En y pensant, il savait où il pourrait être et s'y rendit pour vérifier s'il avait raison. Alors qu'il s'arrêtait devant le restaurant, il les vit à travers la fenêtre, assis l'un en face de l'autre dans une banquette, parlant comme deux vieux amis. Il prit quelques photos avec son téléphone. Il fut soulagé de noter qu'ils ne se tenaient pas la main et n'étaient pas assis côte à côte, alors il partit. Ce soir-là, quand il rentra du travail et se changea, il lui demanda comment s'était passée sa journée. Oh, l'habituel, tu sais, des trucs d'hôpital, rien de spécial ne s'est passé. J'allais te surprendre et t'inviter à dîner, mais j'ai été appelé, désolé pour ça. C'est bon, je suis juste allé déjeuner avec des amis. Appelle-moi la prochaine fois. Le reste de la soirée se déroula comme d'habitude, sans intimité ni même un baiser de bonne nuit. Le lendemain, Tim l'attendit au restaurant et, comme prévu, elle arriva avec Troy. Il les suivit jusqu'à l'hôpital et fut choqué quand elle se dressa sur la pointe des pieds pour embrasser Troy sur la joue en guise d'adieu. Il prit de bonnes photos avec son téléphone. Ce soir-là, après le dîner, il lui demanda ce qu'elle avait fait ce jour-là et reçut la réponse habituelle. Quand il posa des questions sur le déjeuner, elle eut l'air coupable et raconta la même histoire de déjeuner avec ses amis. Il la regarda droit dans les yeux et dit, « C'est la deuxième fois que tu me trompes en 2 jours. Quels autres mensonges m'as-tu raconté? De quoi parles-tu? Je ne te mens jamais.
C'est la 3e fois. Tu veux que ça fasse 4? Je ne sais pas de quoi tu parles et je n'apprécie pas qu'on me traite de menteuse. Je vais me coucher, tu peux dormir sur le canapé. Assieds-toi bon sang, menteuse. Je t'ai vu avec 3 hier et aujourd'hui. Je suis désolé, ce n'était rien. Nous déjeunions juste. Ce n'est qu'un déjeuner et vous ne vous êtes pas tenu la main ni embrassé? Non, bien sûr que non. Alors, qui sont ces deux-là qui se tiennent la main en rentrant à l'hôpital et qui est celle-ci qui embrasse 3 à l'entrée? Il jeta les photos sur la table vers elle. Elle les regarda et éclata en sanglots. Rien ne s'est passé, je le jure. C'était juste un baiser entre amis, ce n'était pas romantique du tout. Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai mise en garde contre 3. Il essaie de semer la discorde entre nous, et cela semble fonctionner. Pourquoi le fréquentes-tu même? Il est juste venu s'excuser pour le barbecue et dire à quel point il était désolé si ça avait provoqué une dispute. Il était juste amical. Et la 2e fois? Il a dit qu'il passait par là et qu'il pensait que nous pourrions déjeuner ensemble, alors j'ai accepté. Je suis désolé de t'avoir menti, mais je savais que tu réagirais avec hostilité et que tu te mettrais en colère, comme la dernière fois. Tu m'as fait peur, je ne t'ai jamais vu si en colère. Tu es toujours si calme. C'est parce que ma femme n'est jamais sortie avec un autre homme avant. Maintenant, je ne te demande pas, je te dis, ne fréquente plus 3 où il y aura des problèmes. Tu ne peux pas me dire qui fréquenter, c'est mon affaire. Tu ne me possèdes pas. Je fréquenterai qui je veux. Elle alla se coucher en verrouillant la porte. Le lendemain matin, c'était son jour de congé. D'habitude, je me levais, préparais le petit déjeuner et le lui apportais sur un plateau. Cette fois-ci, je pris une douche dans la salle de bain d'amis, pris des vêtements propres sur la pile à repasser et partis travailler. Je m'arrêtai chez Wendy's pour le petit déjeuner en chemin. Quand j'arrivai au travail, je vis 3 debout près de la machine à café avec quelques-uns de ses acolytes. En passant, il sourit et dit « Et si on déjeunait, Timmy ? Ma compagnie habituelle est occupée aujourd'hui. Voudrais-tu te joindre à nous ?» Ils rirent tous, l'un levant même 2 doigts de chaque côté de sa tête comme des cornes, et leur rire s'intensifia alors que j'entrai dans mon bureau. J'entendis 3 dire à la personne qui avait fait les cornes, « Pas encore, mais bientôt. » J'étais furieux que Chris m'ait mis dans cette position. Alors je l'appelai et lui racontai ce qui s'était passé. Elle se contenta de rire et dit que c'était juste eux qui s'amusaient et que je ne devais pas prendre ça au sérieux. Assis dans le bureau, essayant de trouver une solution, je décidai de faire un effort pour reconquérir ma femme de ce pervers. Je fis une réservation dans son restaurant préféré pour cette nuit-là. Je l'appelai et lui dis d'être prête pour 20 heures. Ce jour-là, je fus finalement amené à sortir pour réparer un chariot cassé que Carl Johnson aurait dû déjà réparer. Je me demandais qui Christina emmènerait au restaurant avec elle, alors j'appelai un ami de mes années scolaires, Harry Price. Harry était un intello comme moi, mais il avait obtenu un master en informatique et une licence en électronique. Il possédait maintenant une petite entreprise de sécurité, effectuant principalement des enquêtes de moralité pour le gouvernement. Il fut heureux d'avoir de mes nouvelles, car nous étions restés en contact au fil des ans, donc mon appel ne fut pas une surprise totale. Quand je lui fis part de mes inquiétudes, il se mit immédiatement en mode travail, « D'accord, je sais à quoi elle ressemble, mais peux-tu décrire 3 ?» Je lui fis une bonne description et quand je mentionnai son nom, il dit qu'il pourrait obtenir sa photo sur Internet. Je lui dis que je ne voulais pas les informations avant mon retour du voyage parce que je ne voulais pas être distrait. Il dit qu'il comprenait et attendrait mon appel. Juste avant le dîner, alors que j'étais à environ 20 miles de la ville sur l'autoroute, un semi-remorque éclata un pneu, traversa le terre-plein central et percuta ma voiture, la projetant hors de la route dans un fossé où elle fit des tonneaux et atterrit à l'envers. J'entendis mon esprit dispersé planer au-dessus de la table d'opération. Des médecins et des infirmières se pressaient autour, essayant de réanimer le patient. Ils avaient déjà utilisé le défibrillateur 2 fois, et c'était leur dernière tentative. Écartez-vous. Choc. Choc. Encore une fois, écartez-vous. Choc. Choc. Il n'y eut aucune réaction. J'enregistre l'heure, dit-il. Une entité, différente de la mienne, quitta le corps. Celle-ci était presque blanche, tandis que la mienne était presque noire. Alors que nous nous rapprochions, je sentis une attraction, et nous avons fusionné en un seul, de couleur gris foncé.
Nous avons alors semblé être ramenés dans le corps sur la table et la dernière chose que j'ai entendue fut « Je n'arrive pas à y croire, nous avons un pouls ». J'étais allongé, écoutant des voix qui semblaient très lointaines. C'est un miracle, il était mort, il n'y avait pas de pouls et rien n'apparaissait sur le moniteur. Eh bien, il est vivant maintenant et a l'air bien, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse remarcher un jour. Je me suis rendormi. Je pouvais voir une lumière vive à travers mes paupières et j'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais ils semblaient collés. Il semble se réveiller. Les paupières se sont entr'ouvertes et une lumière vive a frappé mes yeux. Monsieur West, m'entendez-vous? Tout. Infirmière, apportez de la glace. Une sensation froide et humide sur mes lèvres. Agréable. Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital, monsieur West. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Je répondais à un appel et je me souviens d'avoir vu le camion heurter la barrière, puis plus rien. Ma femme est-elle là? Oui, elle était là pendant tout ce temps. Elle est juste sortie prendre un café. Elle sera de retour bientôt. Pourquoi ne puis-je pas sentir mes jambes et ne puis-je pas bouger mes bras? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne vous mentirai pas, monsieur West. Vos blessures sont graves et votre dos est brisé, alors n'essayez pas de bouger ou vous pourriez causer plus de dégâts. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Chris est entré. Voyant que j'étais réveillé, elle a posé son café et s'est précipitée vers moi. Je ne pouvais pas tourner la tête car elle était immobilisée dans une sorte de structure. Elle a pris ma main et m'a embrassé tendrement sur les lèvres. J'ai senti de l'humidité sur mon visage et j'ai réalisé qu'elle pleurait. Oh mon Dieu, Dieu merci vous êtes vivant. J'étais si inquiète. Vous avez été dans le coma pendant 3 jours et il n'était pas sûr que vous vous réveilleriez. J'ai dû me rendormir, car quand j'ai ouvert les yeux, j'étais seul. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière qui est venue très vite. Ma femme est-elle rentrée chez elle? Oui, monsieur West, mais c'était hier. Elle reviendra plus tard. Voulez-vous manger quelque chose? Non, mais j'ai très soif. L'infirmière m'a apporté un verre avec une paille. Je n'aurais jamais cru que l'eau pouvait avoir si bon goût. J'ai fermé les yeux et je me suis rendormi. Chris est venu me voir tous les jours et est resté jusqu'à ce que les infirmières la mettent dehors. Pendant ce temps, l'avocat de notre entreprise est venu me voir et m'a informé que le semi-remorque qui m'avait percuté avait été jugé défectueux, selon les résultats de l'enquête sur l'accident. Il a dit que je devais engager un avocat et poursuivre pour dommages et intérêts. Il m'a recommandé un ami et a dit qu'il me contacterait. Harry Price, ayant appris mon accident, est venu me voir. Il m'a dit que Chris avait passé la soirée de mon malheur avec 3 et m'a donné des photos d'eux ensemble. Son homme les a suivis jusqu'à une boîte de nuit et avait d'autres photos d'eux en train de danser. Il n'y avait rien d'inapproprié, sauf qu'elle était à une fête avec un autre homme à l'insu de son mari. Son homme a dit que 3 l'avaient ensuite ramenée chez elle et m'a averti que je n'aimerais pas la photo suivante. Elle ne l'a pas invité à entrer, mais le baiser qu'elle lui a donné ne passerait certainement pas le test du mari. Je lui ai demandé de continuer à observer et il a dit qu'il n'avait pas arrêté. Il m'a ensuite dit qu'elle déjeunait avec 3 tous les jours depuis mon accident et qu'elle avait dansé avec lui 2 fois de plus. Elle ne l'a jamais invité à entrer, mais les baisers sont devenus de plus en plus longs. Je lui ai donné les clés de la maison et lui ai demandé d'installer des caméras. Il a dit que ce n'était pas un problème. Je lui ai aussi demandé d'écrire une lettre aux gardes à l'entrée du complexe, leur donnant la permission d'entrer chez nous. La lettre stipulait également que ma femme ne devait pas être informée de leur entrée. Je l'ai signée et je l'ai donnée à Harry. Je savais que les gardes de sécurité ne diraient rien à ma femme, puisque j'étais le seul locataire selon le contrat. Cet après-midi-là, un homme est entré dans ma chambre et s'est présenté comme George Fate, un avocat qui m'avait été recommandé. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure et il a été décidé de déposer une plainte pour 10 millions de dollars. Il a dit que nous aurions de la chance d'obtenir la moitié de ce montant, mais comme c'était de leur faute et que je ne marcherais probablement plus jamais, il était confiant. J'ai signé un contrat de prestation de service et il est parti. Cette nuit-là, j'ai attendu la visite de Chris, sachant que sa réaction déterminerait notre mariage. Chris est entré dans ma chambre précisément à 18 heures, le début des heures de visite. Nous avons un peu parlé de mon état, puis j'ai abordé le sujet qui fâche. Chris, la nuit de mon accident, tu as dit que tu allais sortir de toute façon, n'est-ce pas? Non, chérie, je ne voulais aller nulle part et, souviens-toi, tu as dit que tu sortirais avec qui tu voudrais et que ce n'était pas mes affaires. Elle a commencé à devenir nerveuse,
tripotant ses mains et ne me regardant pas dans les yeux. Eh bien, souviens-toi? Bien sûr, chérie, je suis désolé pour ça. J'étais juste en colère, je ne le pensais pas. Donc, tu n'as pas vu Troie depuis? Non, bien sûr que non. Je n'irai pas à l'encontre de tes souhaits, tu es mon mari. As-tu déjà entendu l'expression « 3 prises et tu es éliminé » ? C'est du baseball, si un batteur manque 3 fois, il est automatiquement éliminé. Bien sûr, mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre situation? Tu m'as déjà menti 2 fois ce soir et si tu me mens encore, notre mariage pourrait ne pas survivre. Elle est devenue défensive et a presque crié « Je ne t'ai jamais menti ». Qu'est-ce qui te donne le droit de me traiter de menteur? J'ai sorti de sous la couverture l'enveloppe contenant les photographies que Harry m'avait données. Premier mensonge, tu as dit que tu n'étais pas sorti cette nuit-là. Je lui ai tendu une photo d'elle dînant avec Troie. Elle a regardé la photo et a crié, couvrant sa bouche de sa main. Puis je lui ai montré une photo d'elle dansant avec Troie et elle a commencé à pleurer. Deuxième mensonge, tu as dit que tu n'avais pas vu Troie, et pourtant tu déjeunais avec lui tous les jours depuis mon accident. Non seulement ça, mais tu as aussi dansé avec lui 2 fois de plus. Peux-tu expliquer ça? Je suis vraiment désolé et je jure que rien ne s'est passé. Nous ne faisions que parler. Il n'est pas ce que tu penses. Quand l'accident est arrivé, il est venu voir comment j'allais et nous sommes allés déjeuner. Je me sentais mieux d'avoir quelqu'un à qui parler. Il était si compréhensif et empathique. Oui, nous avons dansé, mais il s'est comporté comme un gentleman et n'a rien essayé. Je ne l'ai pas mentionné parce que je savais ce que tu ressentais à son égard, mais c'est en fait une personne très gentille. Des larmes coulaient sur son visage. Réfléchis très attentivement avant de répondre à cette question. Ta réponse pourrait déterminer notre mariage. L'as-tu déjà embrassé? Je l'ai vu réfléchir, combien sait-il? Il savait tout le reste, peut-être que si je tergiversais, je pourrais éviter de répondre. Oui, je l'ai embrassé une fois sur la joue juste pour le remercier de son soutien, mais ça ne signifiait rien. Je n'aime que toi. 3 prises, tu es éliminé. Je lui ai tendu des photos d'elle embrassant Troie sur les lèvres à 3 endroits différents. Les larmes coulaient maintenant librement et elle a commencé à sangloter. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que cela arrive, c'est juste venu si naturellement et je buvais, donc je ne pensais pas clairement. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je ne peux pas exprimer à quel point cela nuit à notre mariage, mais au minimum, nous avons besoin de conseils pour essayer de nous en sortir. Heureusement, ça n'est pas allé plus loin qu'un baiser. Si tu l'avais invité chez nous ou étais allé le voir, nous aurions divorcé. Si c'est ce que tu veux, dis-le maintenant et nous pourrons en finir. Je ne veux pas de divorce, je t'aime, et je ne voulais pas d'une femme irrespectueuse, mais c'est ce que j'ai eu. Tim, je suis désolé, j'essaierai de m'améliorer si tu me donnes une chance. Chris, je ne veux pas divorcer non plus, mais je ne peux pas vivre dans un mariage basé sur des mensonges. C'est ta dernière chance. Si tu le revois, c'est fini entre nous. Comprends-tu ce que je dis? Je le promets. À ce moment-là, le signal a retenti, annonçant la fin des heures de visite. Chris s'est tapé. Proché de moi, m'a embrassé et a murmuré, je le promets. Puis elle est partie. J'étais physiquement et émotionnellement épuisé et me suis immédiatement endormi. Le lendemain, Harry est venu et je pouvais voir à son visage qu'il apportait de mauvaises nouvelles. Il s'est assis sur une chaise et m'a regardé. Tim, je suis vraiment désolé, mais j'ai de mauvaises nouvelles. Troie est venu chez toi et est resté la nuit. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là et j'ai commencé à sangloter. Harry s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. Tim, ce n'était pas entièrement sa faute, il a mis quelque chose dans son verre. La vidéo le montre clairement en train de mettre quelque chose dans son verre. Harry, peu importe ce qu'il a fait. Elle m'a promis qu'elle ne le reverrait plus. Elle s'est mise dans une position où elle pouvait être exposée à cela, donc c'est sa faute. As-tu une vidéo d'elle en train de me tromper? Oui. Veux-tu la regarder? C'est désagréable. Pas encore, mais tu peux m'en faire quelques copies. Aujourd'hui, c'est un de ses jours de travail, donc elle ne sera pas à la maison avant 18 heures. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je lui ai donné une liste de choses que je voulais qu'il fasse et il a dit qu'il pouvait les faire avant qu'elle ne rentre. Mon téléphone avait été endommagé dans l'accident,
alors j'ai demandé à Harry de m'en acheter un nouveau et d'y transférer toutes les données. Je lui ai aussi demandé de m'acheter une carte SIM prépayée. J'ai ensuite pris son numéro et j'ai appelé l'avocat qui s'occupait de mon dossier, lui demandant de me recommander un bon avocat spécialisé dans les divorces. Il a dit qu'il me contacterait. Harry est parti faire mes courses et j'ai pleuré comme un bébé sur la perte de ma femme dans notre mariage. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, Christina se sentait terriblement mal. Elle avait blessé son mari et brisé leur mariage. Elle est rentrée chez elle, déterminée à tout arranger. Elle a appelé Troy et lui a dit qu'elle ne pouvait plus le voir parce que Tim l'avait découvert et avait menacé de divorcer. Il a insisté pour la rencontrer afin d'en discuter et elle a cédé, peut-être qu'au fond d'elle, elle voulait encore le voir. Quand il a frappé à la porte, elle a ouvert et il est entré. Quand elle a refermé la porte et s'est retournée, il l'a serré dans ses bras et l'a embrassé passionnément. Au début, elle a essayé de le repousser, mais elle a ensuite fondu dans ses bras. Elle savait que c'était mal, mais elle n'a pas pu résister. Ils se sont embrassés longuement, puis il l'a relâchée et lui a dit qu'il devait la voir parce qu'il était amoureux d'elle. Ce fut une surprise totale et elle s'est redressée, choquée. Troy est allé à la cuisine et est revenu avec 2 verres de vin. Elle avait besoin d'aller aux toilettes pour se ressaisir. Elle aurait dû repousser Troy gentiment, elle aimait son mari, pas lui. Ils se sont assis et ont bu du vin, et Troy lui a expliqué qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard lors du barbecue. Elle a essayé de le repousser, mais sa résistance s'est affaiblie en voyant sa souffrance. Elle a voulu prendre une gorgée de vin et a remarqué que son verre était vide, alors elle a versé davantage dans les 2 verres. Troy pleurait maintenant, lui disant à quel point il l'aimait. Alors elle s'est assise à côté de lui et l'a serré dans ses bras. Quelques minutes plus tard, il l'a regardée, s'est penchée pour l'embrasser et, même si elle savait qu'elle ne devait pas, elle l'a embrassé en retour. Le baiser s'est transformé en caresse, puis en caresse passionnée. Sa tête tournait et elle était plus excitée que jamais. Au matin, elle s'est réveillée et a réalisé ce qu'elle avait fait, mais étrangement, elle n'était pas aussi bouleversée qu'elle s'y attendait. En fait, elle en voulait davantage. Elle a passé toute la journée à se souvenir de leur temps ensemble et a été excitée la majeure partie de la journée. Elle se demandait comment elle pourrait regarder Tim dans les yeux le soir, mais elle a repoussé ses pensées. Elle a appelé Troy pour le rencontrer pour le déjeuner, mais il a dit qu'il avait une réunion et qu'il la verrait le soir. Elle est donc restée seule. Quand je suis rentré à la maison, la première chose que j'ai remarqué, c'est que le camion de Tim manquait, et quand j'ai regardé dans le garage, la Mercedes SLK sur laquelle Tim travaillait avait disparu. J'ai frissonné et je me suis précipité dans la maison. Le fauteuil préféré de Tim manquait dans le salon, la porte du bureau était ouverte et la chaise de bureau et l'ordinateur de Tim avaient disparu, tout comme toutes ses photographies au mur, à l'exception de celle où je figurais. Celle-ci était cassée par terre. Le coffre-fort était ouvert et vide, tout comme le coffre-fort à armes. Je suis monté à l'étage et suis entré dans notre chambre où j'ai vu des draps sales et me suis souvenu de la nuit dernière. J'ai ouvert les armoirées. Les tiroirs et toutes les affaires de Tim avaient disparu, comme s'il n'avait jamais vécu là. J'ai rapidement changé de vêtements et je suis allé à l'hôpital, mais quand je suis arrivé à l'étage de la chambre de Tim, une infirmière m'a arrêté et m'a dit que Tim avait donné des instructions pour ne pas me laisser entrer. Elle m'a tendu une enveloppe. J'ai essayé de passer, mais elle m'a repoussé en disant que si je ne partais pas, elle appellerait la sécurité. Je suis parti. Assise dans la voiture, j'ai ouvert l'enveloppe. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, des photos de moi laissant Troy entrer dans la maison et une série de photos de moi avec Troy, à la fois dans le salon et dans la chambre. Il y avait une courte note, « Vous avez été averti ». J'ai fondu en larmes. J'étais responsable de tout ce qui s'était passé et maintenant il était temps de payer le prix. 3 jours plus tard, j'étais au guichet d'information, attendant des documents, lorsqu'une femme en tailleur d'affaires conservateur s'est approchée de moi et a demandé « Êtes-vous Madame Christina West ?» J'ai répondu « Oui », et elle m'a tendu une enveloppe Kraft en disant « Vous avez été signifié ». Elle a pris une photo de moi avec son téléphone et est partie. Je suis restée là, tremblante, essayant d'ouvrir l'enveloppe. Quand j'ai finalement réussi à l'ouvrir, des formulaires et des photos sont tombés. Mes amis et collègues sont venus voir ce qui s'était passé et, en se penchant pour ramasser les papiers, ils n'ont pas pu s'empêcher de voir les photos de moi trompant avec Troy. Ils ont jeté les papiers sur le comptoir, m'ont lancé des regards dégoûtés et sont partis. Mes actions seraient connues dans tout l'hôpital avant la fin du service. À la fin de la journée,
j'ai regardé les papiers du divorce déposé pour adultère et j'ai remarqué qu'il y avait une ordonnance restrictive jointe, m'interdisant de m'approcher à moins de 200 mètres de Tim ou de son lieu de résidence ou de travail. Je pensais que ça ne pouvait pas être pire, mais quand je suis rentré à la maison, une lettre m'attendait, disant que j'avais une semaine pour déménager de l'appartement car Tim avait annulé le bail. Alors que j'étais assise, sur le point de prononcer mon sort, le téléphone a sonné. C'était Troy qui a dit que lui aussi était tenu responsable au travail pour avoir détruit la famille de quelqu'un d'autre et a exigé de savoir où se trouvait Tim. J'ai dit que Tim était toujours à l'hôpital mais qu'il ne me laisserait pas entrer. Quand j'ai demandé s'il était libre pour le déjeuner demain, il a trouvé des excuses et a refusé. Quand j'ai demandé s'il viendrait ce soir, il a dit qu'il était occupé et a raccroché. Je suis restée assise là, regardant le téléphone, réalisant que Tim avait raison. Troy avait vraiment mis un fossé entre nous et maintenant je courais après Troy pour un peu d'affection. Je me suis assise et j'ai pleuré la perte de mon mari et mes problèmes n'étaient pas encore terminés. En allant au travail, j'ai essayé de payer l'essence avec ma carte commune comme d'habitude et on me l'a refusé. J'ai rapidement essayé ma carte de crédit personnel, qui a été acceptée. Je devais régler ça. J'ai essayé d'appeler Tim et j'ai reçu la réponse, ce numéro n'est pas en service. J'enverrai un email à Tim en rentrant à la maison. La journée a traîné lentement et quand le service a pris fin, j'ai été soulagé non seulement parce que je n'avais pas vu mon amant de toute la journée, mais aussi parce que mes amis et collègues m'évitaient. Lors de mon jour de congé, j'ai contacté la banque et j'ai découvert que Tim avait pris la moitié de nos économies et annulé ma carte. J'ai accepté de faire émettre une nouvelle carte. Mon appel suivant a été à l'agence de location où, après quelques négociations, ils m'ont permis de transférer le bail à mon nom, mais à un taux plus élevé. J'ai aussi dû négocier pour rétablir les services publics car Tim les avait coupés. Je devrais réduire mes dépenses au cours des prochaines semaines. J'ai vu Troy 1 ou 2 fois par semaine, mais toute la tendresse avait disparu, remplacée par un comportement exigeant et parfois cruel. Je ne peux pas dire que j'étais choqué. La vérité est que j'aimais la façon dont Tim me traitait, il était doux et aimant, pensant toujours à moi en premier, tandis que Troy ne faisait que m'utiliser pour son plaisir. Je me sentais comme une poupée de chiffon entre ses mains, il me mettait juste où il voulait et m'utilisait sans pitié. J'ai réalisé que Troy était un véritable mâle alpha et que Tim ne pourrait jamais rivaliser avec lui. Après 3 mois, je n'avais toujours pas reçu un seul message de Tim, seulement de son avocat. J'avais bien sûr engagé mon propre avocat et, étonnamment, Troy m'a aidé avec les dépenses. Harry est revenu me voir et m'a dit qu'il avait tout fait et que mes affaires étaient stockées dans un entrepôt de l'autre côté de la ville. Il m'a aussi donné un nouveau téléphone avec une nouvelle carte SIM. J'ai envoyé mon nouveau numéro à toutes les personnes en qui je pouvais avoir confiance afin qu'elles ne le donnent pas à Chris. Je n'attendais aucun visiteur ce soir-là, j'ai donc été agréablement surpris quand May, la femme de mon patron, est entrée. « Salut Tim, comment vas-tu ? Je me sentirai mieux, merci d'être venu. Écoute, Tim, je sais que tu as engagé un avocat pour gérer ton procès contre la compagnie de camionnage et tu peux compter sur notre soutien total. Cependant, tu dois comprendre que tu as aussi une réclamation contre nous puisque tu étais en voyage d'affaires au moment de l'accident. Maintenant, tu reçois ton salaire complet et ton emploi est sécurisé. Si ton avocat dépose formellement une réclamation contre nous, nous lui offrirons un règlement important, mais il doit déposer une réclamation pour que nous puissions nous adresser à notre compagnie d'assurance. Cela n'affectera en rien ton travail, mais nous devons suivre la procédure. J'apprécie vraiment que tu te soucies autant de moi et j'en parlerai à mon avocat la prochaine fois que je le verrai. C'est à ce moment-là qu'il est entré, accompagné d'une femme courte et potelée d'environ 55 ans, qu'il a présentée comme Carol Cobb. J'ai vu les yeux de May s'écarquiller alors qu'elle me regardait avec interrogation. Pardon, je dois me présenter. Madame Johnson, voici mon avocat qui s'occupe de mon affaire, George Fate, et, je l'espère, mon avocate spécialisée dans le divorce, Carol Cobb. May m'a regardé et a haussé les sourcils en signe de question. Pardon, mais, j'allais te le dire. Je vais divorcer de ma femme à cause de son infidélité. Elle m'a juste regardé et a dit, qui ? Troy Sims ? J'ai répondu, bien sûr. May a hoché la tête et s'est assise, montrant qu'elle ne partirait pas de sitôt. George m'a regardé et je lui ai fait signe de continuer. Il est sorti dans le couloir et a apporté 2 chaises supplémentaires, qu'il a prises avec Carol. George a commencé à discuter de l'avancement du procès et, quand il a terminé, il s'est excusé et est parti.
Carole m'a demandé si j'avais des preuves de l'infidélité de Chris. J'ai dit que j'avais des photos et des vidéos. Elle a demandé si elles étaient ici et j'ai dit que j'avais quelques photos mais que j'attendais toujours la vidéo. Elle a demandé à voir les photographies et je les lui ai données. Pendant qu'elle les regardait, May est venue se placer derrière elle. J'ai entendu une inspiration sifflante et j'ai été surpris d'entendre May s'exclamer « ce scélérat ». Une sale crapule qui séduit la femme d'un homme pendant qu'il est à l'hôpital et elle n'est pas mieux. Alors, je vais virer ce bon à rien dès demain matin, et ensuite je ferai en sorte qu'elle soit renvoyée aussi. Je donne énormément d'argent à l'hôpital où elle travaille, il est temps de lui rendre l'appareil. Elle était furieuse. Carole a dit, peux-tu attendre un peu, s'il te plaît? Si elle reste sans emploi, les pensions alimentaires de Tim seront beaucoup plus élevées, mais si elle travaille et gagne suffisamment pour subvenir à ses besoins, il pourrait ne pas avoir à payer du tout. Et s'il poursuit M. Sims pour rupture de liens familiaux et qu'elle ne travaille pas, le procès sera rejeté. Dans les deux cas, cela pourrait ne mener à rien, mais au minimum, cela lui causera de l'embarras. Une fois le divorce prononcé, tu pourras le virer et t'arranger pour qu'elle soit renvoyée. Mais a accepté de se retenir pour l'instant. Puis elle a dit qu'elle devait partir, m'a embrassé le front et est partie. Carole m'a posé quelques questions supplémentaires et a demandé si je pouvais fournir des preuves des revenus de Chris et de notre situation financière. Elle m'a ensuite donné des conseils sur la manière de protéger mes finances. J'ai demandé si je pouvais obtenir une ordonnance restrictive à son encontre, et elle a accepté. Ensuite, elle a voulu savoir quand déposer la demande de divorce. J'ai répondu, dès que possible, mais à son lieu de travail. J'ai expliqué ce que j'avais fait et ce que j'allais faire, et elle a dit que tout était légal puisque le bail n'était qu'à mon nom, et m'a laissé à ma misère. Le lendemain, j'ai appelé l'agent de location pour annuler le bail immédiatement. J'ai aussi demandé s'il avait des appartements au rez-de-chaussée dans un rayon de 5 miles. Il a répondu qu'il avait ce qu'il me fallait, et également dans une résidence sécurisée, à seulement 2 miles de mon domicile actuel. Il a voulu savoir pourquoi je partais, alors je lui ai raconté la version abrégée et il a accepté de donner à Chris le préavis d'expulsion. Le lendemain, j'ai payé la caution par carte et le loyer du premier mois. La suite de ma liste de choses à faire était de régler mes finances. J'ai appelé la banque pour rembourser les cartes de crédit et clôturer le compte joint, mais ils ont dit que cela devait être fait en personne. Alors j'ai simplement remboursé les cartes et les ai annulées auprès de la société émettrice. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle ligne de crédit rien que pour moi. J'ai appelé Carole et lui ai dit que je ne pouvais pas clôturer le compte joint, alors je l'ai simplement vidé en ne laissant qu'1 dollar. Ce jour-là, le chirurgien est venu me voir. Après une radiographie et un scanner, il a dit que l'enflure avait diminué et qu'il était maintenant possible d'opérer. L'opération a été programmée pour le lundi suivant. Quand Tim s'est réveillé le mardi, il a été surpris de me voir assise sur une chaise en train de lire un magazine. Il a essayé de parler mais n'a pu émettre qu'un murmure. Mais l'a entendu siffler et a appelé une infirmière qui lui a donné des glaçons à sucer. Après avoir sucé quelques morceaux de glace, il a demandé à May ce qu'elle faisait là. Elle a répondu que, puisqu'il n'avait personne, elle avait décidé de jouer le rôle de mère. Quand il a essayé de rire, son dos lui a tellement fait mal qu'il a failli perdre connaissance. Il sentait quelque chose dans ses jambes mais ne pouvait pas encore les bouger. Il a baissé les yeux sur son corps, qui était enveloppé dans un plâtre du cou aux hanches. Il était allongé sur un lit spécial qui s'inclinait pour qu'il puisse manger et avaler des aliments normaux plutôt que la nourriture pour bébé qu'il avait mangé auparavant. Il a remercié May d'être là et a pleuré quand il a réalisé qu'il n'avait personne d'autre. Il s'est rendormi et a rêvé qu'il était dans le désert, en plein échange de tirs, et qu'il rentrait chez lui auprès de sa femme infidèle. Cela l'a réveillé, en sueur et confus. L'infirmière est entrée alors que son moniteur affichait un pic de tension artérielle. Voyant qu'il s'était réveillé, elle a demandé s'il allait bien. Oui, juste un mauvais rêve. Eh bien, puisque vous êtes réveillé, le médecin voudra vous voir. Je vais l'appeler tout de suite. Elle a quitté la pièce et quelques minutes plus tard, le médecin est entré. Eh bien, monsieur West, l'opération s'est déroulée mieux que prévu. Quand je vous ai ouvert, votre colonne vertébrale était déjà alignée et il y avait un gonflement minimal de la moelle épinière. Honnêtement, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil auparavant. J'ai juste mis une plaque en place pour aider à stabiliser votre dos pendant qu'il guérit. Si tout se passe aussi bien que ça, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas récupérer complètement. Pour vous aider, je vous suggère d'aller dans l'un de nos centres de rééducation.
Qu'en pensez-vous? Ça me semble bien. Quand puis-je y aller? Vous pouvez y aller demain si vous voulez. Je programmerai une ambulance. Le lendemain, j'ai été conduit à une petite clinique à 50 miles de là pour une rééducation qui comprenait l'apprentissage de la marche. Quand mon plâtre a été retiré, j'ai commencé à faire beaucoup d'exercices pour étirer mes ligaments. Le médecin qui a pratiqué mon opération est venu me voir. Monsieur West, vous êtes un véritable mystère. Quand on vous a amené, vous pesiez 57 kg. Après votre inactivité forcée, vous auriez dû perdre du poids et de la masse musculaire. Au lieu de cela, vous pesez maintenant 70 kg avec des muscles bien définis. Cela va à l'encontre de toutes les règles de récupération. En fait, vous avez le corps que je m'attendrais à voir chez un soldat. Il y a une autre chose que je ne peux pas expliquer, vous avez une cicatrice de l'œil gauche à la bouche. Avez-vous déjà été blessé à cet endroit? Non. C'est peut-être le résultat d'un accident, vos dossiers médicaux ne montrent aucune blessure dans cette zone, donc probablement pas. Cependant, nous allons surveiller cela. La bonne nouvelle est que vous guérissez beaucoup plus vite que prévu, alors je vais retirer votre plaque de stabilisation demain et vous pourrez sortir d'ici dans 2 semaines. Pendant que tout cela se passait, Harry me tenait informé des mouvements de Chris. Quand je l'ai mise à la porte de l'hôpital, elle est rentrée directement chez elle et a beaucoup pleuré. Elle a réussi à garder le bail de la maison à son seul nom, elle vivait donc toujours à son ancienne adresse. Il a également dit que Troy lui rendait souvent visite et restait souvent la nuit, donc Harry avait de nombreuses preuves vidéo pour mon prochain divorce. Cependant, il a mentionné que toute preuve vidéo prise après qu'elle ait mis le bail à son nom serait inadmissible au tribunal. Il m'a aussi dit qu'elle avait passé plusieurs nuits chez lui. Je lui ai demandé de suivre Troy, et il a dit qu'il pouvait le faire, mais que ce serait illégal et que nous pourrions être poursuivis si nous étions pris. J'ai dit que je n'en avais besoin que pour information et que personne d'autre ne le saurait. Il a accepté d'essayer d'obtenir l'accès et d'installer des dispositifs d'enregistrement, et a dit qu'il me contacterait plus tard. Je l'ai remercié d'avoir déménagé toutes mes affaires dans mon nouvel appartement. T et lui a dit que je lui devais une bière. Après ma rapide récupération, j'ai finalement quitté la clinique. Harry est venu me chercher et m'a emmené à mon appartement, que je n'avais jamais vu. Nous nous sommes garés à côté de mon camion dans un parking souterrain sécurisé et sommes montés à mon nouvel appartement. En entrant, j'ai été accueilli par un grand cri de surprise, certains de mes collègues m'attendaient là, menés par May, qui s'est précipité dans mes bras et a murmuré « Bienvenue à la maison ». Il y avait aussi quelques visages que je ne reconnaissais pas, et j'ai appris plus tard qu'il s'agissait du comité d'accueil de notre complexe d'appartements. J'ai particulièrement aimé la fille rousse et j'ai décidé que je voulais mieux la connaître. May et Harry avaient meublé l'appartement ensemble. J'avais tout ce dont j'avais besoin, même l'ordinateur était déjà installé et la nouvelle télévision était accrochée au mur. J'étais littéralement stupéfait et j'ai commencé à pleurer de joie en serrant tout le monde dans mes bras. Je pensais que j'étais seul, mais je me trompais. J'avais des amis. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat spécialisé dans les litiges. L'après-midi, il m'a dit que la compagnie maritime avait offert 3 millions de dollars, mais il a ajouté qu'il pourrait obtenir au moins 5 millions de dollars si j'attendais, et j'ai accepté. Il a également dit que May l'avait contacté après qu'il ait intenté un procès contre les Johnson et qu'après une courte négociation, ils avaient accepté de payer une indemnisation de 13 millions de dollars et de me garder comme ingénieur en chef. Il a dit qu'il avait accepté leur offre en mon nom et que le chèque avait été déposé sur mon compte séparé, distinct de celui de ma femme. Alors que je conduisais dans un nouveau quartier, profitant du trajet et découvrant de nouveaux environs, j'ai remarqué une salle de sport et j'ai soudainement eu envie de m'inscrire. Je me suis garé et je suis entré dans une salle de sport appelée Sames Mixed Martial Arts Gym and Training Center. Dès que je suis entré, mes narines ont été envahies par les odeurs de sueur, de liniment et de cuir. C'était une salle de sport à l'ancienne avec des poids libres, un ring de boxe et divers sacs de frappe en cuir. Il y avait aussi une grande zone de tapis pour le sparring. Alors que j'étais là, un homme est sorti de la zone de sparring et s'est approché de moi. « Puis-je vous aider ?» Oui, je pense à m'inscrire à la salle pour me muscler. J'ai été malade récemment et j'ai besoin de retrouver la forme. D'accord, nous pouvons certainement vous aider avec ça. Venez au bureau et nous discuterons de tout. Ce fut le début de ma familiarisation avec le MMA. J'ai couru, soulevé des poids, nagé et étudié diverses formes d'arts martiaux pendant les 3 mois suivants. À la fin de cette période, je pesais 82 kg, tout en muscles,
et je pouvais me défendre avec confiance sur le ring. J'avais un plan et j'en ai parlé à Sam, qui a trouvé que ce serait amusant à mettre en œuvre et a demandé comment il pouvait aider. Nous avons discuté des détails autour d'une bière et à un moment donné, il a dit « D'accord, Tim, maintenant que nous sommes amis, dis-moi la vérité, tu es un ancien soldat des forces spéciales, n'est-ce pas ?» Sam, je jure sur la tombe de ma mère que je n'ai jamais servi. En fait, avant de venir dans ta salle, je n'ai jamais participé à un combat. Eh bien, Tim, au premier coup d'œil, il était clair que tu étais, ton niveau de compétence ressemble plus à celui de quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie. Tout ce que je peux dire, c'est que tu devais être sacrément. Peu après mon emménagement, j'ai adhéré à une salle de sport, donc au lieu de faire l'aller-retour en voiture, j'y courais et revenais en courant dans le cadre de mon programme d'entraînement. Un soir, alors que j'essayais d'entrer dans mon appartement, j'ai remarqué une petite fille d'environ 8 ou 9 ans assise devant la porte de l'appartement au bout du couloir. Je me suis souvenu de la petite rousse de ma fête et j'ai pensé que c'était peut-être son appartement. Je me suis approché d'elle et lui ai demandé si elle allait bien, car elle semblait effrayée. Elle a répondu qu'elle était rentrée de l'école mais que sa mère n'était pas à la maison comme d'habitude. Je ne savais pas quoi faire, mais je ne pouvais pas la laisser là, et il n'aurait pas été juste de l'inviter à attendre seule dans mon appartement. Je ne connaissais pas vraiment beaucoup de gens dans l'immeuble, à part le gardien en service. J'ai frappé à plusieurs portes, mais personne n'a répondu. Je lui ai demandé si elle avait un numéro de téléphone pour appeler sa mère, et elle a dit qu'elle avait déjà essayé et laissé un message. Je l'ai invitée à venir avec moi voir le gardien en bas, et elle a accepté. Quand j'ai expliqué le problème au gardien, il a dit qu'ils avaient une procédure pour de tels cas et a appelé la police. Quand ils sont arrivés, nous sommes tous allés à mon appartement pour parler, et c'est ainsi que j'ai appris qu'elle s'appelait Amanda et que sa mère s'appelait Lindy. Pendant que nous parlions, je lui ai donné du lait et des biscuits, et elle semblait plus calme. En parlant, elle m'a dit qu'elle et sa mère vivaient seules, mais que sa mère était toujours à la maison quand elle rentrait de l'école. L'officier de police a essayé d'appeler les services sociaux pour qu'ils viennent la chercher, mais ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'employés disponibles avant plusieurs heures. Ils ont ensuite demandé à parler à Amanda et se sont renseignés pour savoir si elle avait une nounou et où elle habitait, si elle connaissait son numéro. La nounou habitait à l'étage suivant, alors nous sommes allés la voir. Elle a accepté de s'occuper d'Amanda jusqu'à ce que nous puissions retrouver sa mère. J'ai raccompagné l'officier à mon appartement et il a commencé à vérifier le lieu de travail de Lindy. Elle était comptable pour une entreprise d'ingénierie locale qui a dit qu'elle était partie à son heure habituelle pour retrouver sa fille. Le policier leur a demandé de vérifier si sa voiture était toujours sur le parking, et ils ont dit que non. Ils lui ont donné la marque et le modèle, mais ne connaissaient pas le numéro d'immatriculation. Il l'a rapidement trouvé et a envoyé un message basé sur le numéro de plaque d'immatriculation. Il a ensuite commencé à appeler les hôpitaux et a appris qu'une femme correspondant à la description de Lindy avait été trouvée inconsciente dans une ruelle. L'officier arrivé sur les lieux a dit qu'il pensait que c'était un vol qui avait mal tourné et qu'il n'y avait aucun signe de ses affaires. Sa voiture était également portée disparue. Nous sommes montés chez la nounou et lui avons expliqué ce qui s'était passé, et elle a accepté de s'occuper d'Amanda pour la nuit. L'officier a dit qu'il allait à l'hôpital, et j'ai demandé si je pouvais l'accompagner, mais d'abord je devais me changer. Il a semblé un peu agacé au début, mais a quand même accepté. Nous sommes arrivés à l'hôpital et avons été conduits à sa chambre. J'ai vu que c'était une salle commune avec 6 lits. J'ai demandé pourquoi elle n'avait pas de chambre privée, et ils ont dit qu'ils ne savaient pas si elle avait une assurance, alors ils l'avaient mise dans une chambre partagée. Je me suis approché du comptoir et j'ai exigé de voir l'administrateur. Quand elle est arrivée, je lui ai dit que je voulais que Lindy soit transférée dans une chambre privée avec tous les services et sa propre infirmière. Je signerai tous les documents nécessaires et servirai de garant. Leur attitude s'est immédiatement améliorée et les choses ont commencé à bouger. Le médecin est venu nous voir, maintenant que nous étions dans une chambre privée, et a expliqué que Lindy avait subi un coup à la tête et pourrait ne pas se réveiller avant des heures, voire des jours. L'officier a pris quelques notes et a dit qu'il partait. Il m'a demandé si je voulais un trajet, mais j'ai dit que je resterais un peu plus longtemps, et il est parti. Je suis allé à la boutique de cadeaux, j'ai acheté quelques magazines, puis je me suis installé pour la nuit dans un fauteuil pas très confortable. J'étais toujours là le lendemain matin quand le médecin est venu vérifier ses dossiers. Il a soulevé ses paupières et a pointé une lampe de poche dans ses yeux pour vérifier la réaction de ses pupilles. Alors qu'il s'éloignait, elle a gémi et il est rapidement revenu à son chevet pour vérifier ses signes vitaux. À ce moment-là, elle a ouvert les yeux.
Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé? Oui, 2 hommes m'ont sorti de la voiture, l'un d'eux m'a frappé, et je ne me souviens de rien après ça. Eh bien, vous étiez entre de bonnes mains. Nous informerons la police que vous avez repris connaissance. Attendez-vous à une visite. Je ne peux pas rester ici, ma fille sera horrifiée quand elle se réveillera. Elle va bien, la nounou s'occupe d'elle. Qui êtes-vous? Je vous connais de quelque part, vous étiez l'un de ceux qui m'ont accueilli dans mon appartement. Je suis votre voisin, vous vous souvenez? Mais comment êtes-vous ici? Reposez-vous simplement. J'amènerai Amanda ce soir. Avez-vous besoin que j'apporte quelque chose? Elle m'a donné une liste et je suis parti. Quand je suis rentré à mon appartement, j'ai pris une douche et me suis changé, puis je suis allé chercher la nounou et Amanda, en lui disant que sa mère allait bien mais qu'elle était à l'hôpital. Amanda avait 1000 questions, mais j'avais peu de réponses. La nounou m'a donné une clé de rechange de l'appartement de Lindy, alors nous y sommes allés et Amanda a fait ses affaires selon la liste que sa mère m'avait donnée. Amanda a pris un jour de congé scolaire en raison d'une urgence familiale, donc il n'y a eu aucun problème. Amanda a insisté pour se changer, alors je suis retourné à mon appartement et j'ai attendu. Quand elle est venue me chercher, elle était mignonne comme seules les filles peuvent l'être, même avec ses cheveux attachés en queue de cheval comme sa mère aimait. Il était encore trop tôt pour une visite à l'hôpital, alors nous sommes allés au McDonald's pour dîner, ce qui m'a valu beaucoup de points de la part d'Amanda. Après le dîner, nous avons pris des milkshakes et sommes allés au parc pour nourrir les canards et discuter. Il s'est avéré que Lindy était divorcée, son mari avait déménagé à l'étranger et il n'avait jamais recontacté ni elle ni Amanda, ni payé de pension alimentaire. J'ai appris tout cela d'une petite fille de 9 ans pendant que nous nourrissions les canards et buvions des milkshakes. J'ai alors décidé de ne plus jamais sous-estimer les jeunes enfants. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Lindy était assise en train de lire un des magazines que j'avais acheté. Quand elle a vu Amanda, son visage s'est illuminé et elles se sont serrées dans les bras pendant une bonne minute. Elle a dit à Amanda qu'elle avait eu un accident mais qu'elle se remettait. Lindy est restée à l'hôpital pendant une semaine, le gonflement cérébral diminuant lentement. Je l'ai récupérée le vendredi matin et l'ai ramenée chez elle. Elle devait encore se reposer pendant au moins 2 semaines de plus. Elle a refusé d'aller au lit, alors j'ai insisté pour qu'elle se repose sur le canapé. Je suis allé à la cuisine faire du café, mais quand je suis revenu, elle dormait déjà paisiblement. Amanda devait rentrer à la maison dans environ 2 heures, alors j'ai commencé à préparer le dîner pour elle. Amanda a fait irruption en criant « Je suis à la maison », avant de réaliser que sa mère dormait. Lindy ne s'est toujours pas réveillée, alors Amanda est venue me serrer dans ses bras. Il y a quelque chose de spécial dans le câlin d'un enfant, et j'ai pleuré en la serrant à mon tour. Elle m'a regardé et a dit « Merci de prendre soin de nous. Je t'aime vraiment, et je pense que ma maman aussi. » J'ai fini de préparer le dîner avec des macaronis au fromage, de la salade et de la glace pour le dessert. Amanda a réveillé Lindy avec un baiser et a dit que le dîner était prêt. Lindy m'a regardé et a souri « Merci, tu n'avais pas à faire tout ça, mais je suis très reconnaissante. » J'ai servi le dîner sur 2 assiettes et j'étais sur le point de partir, mais elles ont insisté pour que je me joigne à elles. Après le dîner, j'ai aidé Amanda à faire ses devoirs et, après avoir regardé son film préféré, il était temps pour elle d'aller se coucher. Lindy a commencé à se lever, mais Amanda a dit qu'elle voulait que ce soit moi qui la couche et lui lise une histoire. J'ai regardé Lindy et elle a hoché la tête en signe d'accord, alors j'ai dit à Amanda de mettre son pyjama et de m'appeler quand elle serait prête. Je suis entré dans sa chambre en laissant la porte entr'ouverte. Elle m'a donné son livre préféré et j'ai tourné à la page marquée et j'ai commencé à lire. Après environ 10 minutes, ses yeux se sont fermés et elle s'est endormie. J'ai inséré un marque-page et j'ai posé le livre sur l'étagère. Avant de partir, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, je me suis penché et je l'ai embrassée sur le front. Alors que j'étais sur le point de partir, elle a murmuré dans son sommeil « Je t'aime, Tim ». Je me suis arrêté, choqué et incertain de ce qu'il fallait faire ensuite. J'étais sûr qu'elle dormait, donc elle ne savait probablement même pas qu'elle l'avait dit. Quand je me suis assis en face de Lindy, elle a demandé ce qui s'était passé. Quand j'ai expliqué, elle a ri et a dit qu'Amanda lui avait déjà dit ce qu'elle ressentait. Je ne savais pas quoi dire, je suis resté assis là, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Il se faisait tard, alors j'ai rangé le dîner et j'étais sur le point de partir, mais quand j'ai ouvert la porte, Lindy se tenait à côté de moi.
Alors que je la regardais, elle s'est penchée et m'a embrassé doucement sur les lèvres, juste pour dire « Merci pour tout ce que tu as fait, nous l'apprécions vraiment ». Je suis entré dans mon appartement et j'ai fermé la porte derrière moi, sentant toujours ses lèvres sur les miennes. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rapprochés et avons dîné ensemble de nombreuses fois. Parfois, nous nous retrouvions chez elle, et parfois je les invitais à dîner. Chaque fois que c'était chez elle, je lisais l'histoire d'Amanda jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis Lindy et moi nous asseyions et parlions jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de partir. Lors d'une de nos conversations, j'ai raconté à Lindy mon histoire triste, ce qui m'a mis les larmes aux yeux. Et admis que je connaissais son histoire parce qu'Amanda avait tout déballé pendant que nous nourrissions les canards. Lindy a trouvé ça drôle et a été d'accord avec moi pour ne jamais sous-estimer un petit enfant. Nous avons un peu commencé à nous fréquenter, mais toujours avec Amanda. Nous sommes allés à Disneyland en Floride pour un long week-end, dans des chambres séparées bien sûr. Amanda commençait à ressembler à la fille que je n'avais jamais eue, et Lindy et moi étions très proches, mais j'avais peur de franchir le pas et de tout gâcher. Un matin, on a frappé à ma porte et Lindy et Amanda se tenaient là. Lindy m'a demandé de venir dîner ce soir-là car elle voulait discuter de quelque chose avec moi. J'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai regardé Amanda qui s'est contentée de ricaner. Ce soir-là, je suis allé chez Lindy et j'ai frappé. Elle m'a dit d'entrer. Elle se tenait là, dans sa robe de chambre, m'a montré un siège et s'est assise en face de moi. Puis j'ai entendu ces terribles mots, « Il faut qu'on parle ». Je me suis senti mal et j'ai voulu partir. Quand j'ai voulu me lever, elle m'a demandé, « Où crois-tu aller ?» J'ai admis que je pensais qu'elle voulait mettre fin à notre amitié. « Non, je veux savoir pourquoi tu n'as même pas essayé de m'embrasser. Je sais que tu aimes les hommes, c'est ça ? Mon Dieu, non. Tu es tout ce que je pourrais désirer, tu es parfaite. Je ne voulais juste pas te repousser. Eh bien, Dieu merci. Je suis resté là, hypnotisé par la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle s'est approchée de moi, m'a embrassé et a glissé sa langue dans ma bouche. Nous avons gardé nos lèvres jointes dans un baiser qui semblait durer une éternité. Le matin, je me suis réveillé à l'odeur du bacon qui frit. Je me suis levé, j'ai pris une douche et je suis allé à la cuisine, juste en boxer. Lindy préparait le petit déjeuner en simple robe de chambre. Nous nous sommes regardés. Elle a rougi et a baissé les yeux, gênée. Je me suis approché d'elle et je l'ai serrée dans mes bras. Es-tu désolé de ce qui s'est passé hier soir ? Non, et tu n'as jamais à t'en faire pour ça. C'était la meilleure nuit de ma vie et tu es la femme la plus merveilleuse du monde. Nous avons pris le petit déjeuner puis sommes allés chercher Amanda. C'était un samedi, donc il n'y avait ni école ni travail. Nous avons emmené Amanda au cinéma voir le dernier film de Astérisque la Reine des Neiges Astérisque. Ensuite, nous sommes allés au McDonald's pour déjeuner. Alors que nous étions assis à boire des milkshakes, Amanda m'a demandé d'une petite voix, « Alors, tu seras mon nouveau papa ?» Lindy et moi avons failli nous étouffer avec nos milkshakes, mais j'ai quand même répondu, « Voudrais-tu ça ?» Oui, plus que tout au monde. Je peux, maman ? Ça suffit Amanda, tu mets Tim dans une position terrible. Nous n'avons même pas encore discuté de ça. Désolé Tim, tu dois te sentir mal. En fait, je suis reconnaissant envers Amanda. Je n'aurais pas osé te le demander moi-même. Alors pour répondre à ta question, Amanda, j'aimerais vraiment être ton nouveau papa si ta maman veut bien m'accepter. Nous avons tous les deux regardé Lindy qui semblait sur le point de pleurer, mais a simplement hoché la tête et m'a serré la main. Oui, oui et oui. Amanda s'est précipitée vers moi, renversant sa boisson au passage. J'ai promis d'être la meilleure fille du monde. Nous avons passé la soirée à choisir des bagues. Nous avons trouvé une petite bijouterie dans une ruelle qui vendait une variété de bagues de fiançailles. J'ai vu Lindy regarder avec envie des anneaux anciens. Alors, quand elle a demandé à voir un plateau de bagues à prix raisonnable, j'ai aussi demandé à voir le plateau qu'elle regardait. Elle m'a regardé et je lui ai dit d'en choisir une et de ne pas s'inquiéter du prix. Elle a choisi une magnifique bague avec un diamant entouré de petits rubis et l'a essayée. Elle allait parfaitement. J'ai dit au vendeur que nous la prenions et Lindy m'a donné un baiser passionné. Amanda s'est contentée de ricaner. En rentrant à la maison, Amanda a insisté pour que nous allions montrer la bague à la nounou, Madame Ross. Elle a dit qu'elle était heureuse pour nous tous et a demandé quand était le mariage. J'ai expliqué que j'étais encore en instance de divorce, donc je ne pouvais pas encore faire de projet. Ce soir-là,
après qu'Amanda soit allée se coucher, Lindy et moi nous sommes assis et nous sommes câlinés sur le canapé. J'ai dit que je serais de retour au travail lundi prochain. J'avais déjà tout réglé avec May qui a dit qu'elle attendait mon retour avec impatience. Le lendemain, je suis allé voir Harry et il m'a dit que nous avions beaucoup à discuter. Je suis arrivé à son bureau vers 10 heures du matin. Il m'a fait asseoir et m'a dit que nous avions beaucoup à discuter, puis a lancé une vidéo. Suite à ces mots, Harry m'a montré des images de surveillance qu'il avait installées dans toutes les pièces de Troy. Dès le début de la vidéo, j'ai réalisé que Chris n'était pas là. C'était le sous-sol de Troy, qu'il avait transformé en repère d'hommes avec un bar et de l'alcool. Il était assis avec 3 amis, dont Lu N que j'ai reconnu comme Carl Johnson. Il parlait de Chris. « Carl, c'est une très belle pièce que tu as là. Quand est-ce qu'on peut la voir ? » 3. Bientôt. Je lui donne une petite substance à chaque fois que nous nous rencontrons. Ça la garde juste assez excitée pour qu'elle veuille que je reste. Je n'arrive pas à croire à quel point elle est stupide. Timmy lui a dit de ne plus me voir. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle m'appelle et me demande de venir. Quel bimbo ! Alors, je suis venu, j'ai agi sérieusement et je lui ai versé un verre de vin avec une substance dedans. Au moment où nous avons fini le vin, elle m'a littéralement attaqué. Je l'ai eu tous les 2 jours depuis. Elle a hâte d'y être. Elle m'appelle tout le temps pour que je vienne. Alors, quel est le plan ? 3. Le plan habituel. Je la ferai emménager avec moi après le divorce. Une fois qu'elle lui aura soutiré tout son argent, ça devrait valoir quelques centaines de milliers. Je la liquiderai, ou nous pourrions faire ce que nous avons fait à Denver. Elle a dit qu'elle avait un demi-million en assurance vie et je sais qu'il est assuré pour 300 000 $ avec l'entreprise. Alors, nous pourrions avoir un petit accident comme à Denver et elle recevra l'argent. Je lui prendrai tout, je la rendrai dépendante à des substances et puis je la vendrai à Hector à Vegas pour du travail de rue. Nous décrocherons tous le gros lot. Harry a arrêté la vidéo à ce moment-là. Tim, je sais que cela concerne ton divorce, mais nous avons dépassé les bornes. Nous devons aller à la police, même si cette vidéo ne peut pas être utilisée comme preuve. Je suis resté assis à réfléchir pendant plusieurs minutes. Et si je peux obtenir que Troy admette ses plans sur bande ? Est-ce que ça marchera ? Oui, ça marchera, mais comment vas-tu convaincre Troy d'avouer un meurtre, une tentative de meurtre ? J'ai un plan. J'utiliserai son arrogance contre lui et je me vengerai au passage. Laisse-moi faire. Ce que je dois te demander, c'est... Et je lui ai donné une liste d'instructions. Mon appel suivant fut à Sam, lui demandant de préparer le site pour l'affrontement de vendredi prochain. Il recevrait le reste des instructions plus tard. J'ai ensuite appelé May et lui ai demandé si ça la dérangeait que je revienne travailler le lundi. Elle a dit que c'était bon et m'a demandé si je voulais que Troy et Carl soient renvoyés avant. Je lui ai demandé de ne pas faire ça, car j'avais un plan pour eux. Je lui ai ensuite parlé de leur plan pour Chris. Elle a été choquée et très en colère, et a demandé ce que j'allais faire. J'ai dit que tout deviendrait clair le lundi. Je suis arrivé au travail tôt le lundi pour tout préparer. J'ai installé un enregistreur activé par le son sous mon bureau et dissimulé une micro-caméra avec détecteur de mouvement sur une étagère. J'ai ensuite commencé à m'attaquer à l'arriéré de travail. J'ai entendu le bureau commencer à se remplir et je suis sorti. Ma secrétaire, Tina, était juste en train d'allumer son ordinateur quand elle m'a vu sortir de mon bureau. « Oh, Monsieur West, c'est formidable de vous revoir en si bonne forme. Êtes-vous de retour pour de bon ? Vous avez bonne mine aussi. » Oui, je suis de retour pour de bon. À ce moment-là, j'ai vu Troy se diriger vers la machine à café avec Carl et leurs amis. C'était ma chance. Je me suis approché de Troy qui a souri d'un air moqueur. « Bonjour Timmy, comment va ta femme ? » Cela a provoqué des ricanements de la part de ceux qui l'entouraient. « Je ne sais pas, elle est avec quelqu'un qui vole les femmes des hommes à l'hôpital. »« Oh oui, tu le sais puisque tu es ce même salaud. » Ceux qui l'entouraient ont retenu leur souffle et Troy était sur le point de se jeter sur moi, mais Carl l'a retenu en disant « Pas ici, il y a des témoins. Nous nous en occuperons plus tard. » J'ai regardé Troy et je suis parti. Ils disent que ton nom est Ours. Si c'est le cas, alors cela fait de moi un terrier, car je vais te provoquer à chaque occasion jusqu'à ce que tu arrêtes de te cacher derrière tes amis. Alors Troy, es-tu prêt pour un tête-à-tête, ou es-tu un lâche ? Je vais te tuer, petit idiot. Des mots creux,
C'est tout ce que tu as? Tu n'es qu'une grande gueule. Que dirais-tu de régler ça sur le ring, juste toi et moi? Tu peux même amener quelques-uns de tes amis pour te soutenir. Pour rendre ça plus intéressant, faisons un petit pari. N'importe quand, n'importe où. Fixe une heure et quel est le pari? Laisse-moi deviner, si tu gagnes, tu récupères ta femme. Sûrement pas. Je ne la veux pas de retour, elle est gâtée. Je ne la toucherai même pas avec le tien, encore moins avec le mien. Non, si je gagne, je prends ta voiture, ta maison, tout ce qu'elle contient, plus 20 000 $. Si tu gagnes, tu as mon camion et ma SLK, et 20 000 $. Deal. J'ai sorti l'enregistreur. Qu'est-ce que c'est censé être, ça, a dit 3. Venez à mon bureau et nous en parle. Ron. Toi aussi Carl. Cela vous concerne tous les deux. Quelque chose à propos de Denver, Vegas et Hector les a fait pâlir tous les deux et hocher la tête. Je suis allé à mon bureau et ils m'ont suivi comme deux moutons égarés. Quand nous sommes entrés dans le bureau, je me suis assis et ils ont dû rester debout parce que j'avais retiré toutes les chaises. J'ai allumé l'enregistrement pour eux et les ai vus pâlir encore plus. D'accord les gars, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ont-ils répondu à l'unisson. Alors? Soyons clairs, vous trouvez la bonne femme, gagnez sa confiance, lui donnez quelque chose à son insu, l'abuser, puis la convainquez de divorcer de son mari et de vous donner tout l'argent. Ensuite, vous augmentez la dose de la substance, la rendant dépendante, afin que vous et vos amis puissiez collectivement profiter d'elle. Quand vous en avez assez, vous la vendez à un proxénète de Vegas nommé Hector qui la met sur le trottoir. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous savez que c'est vrai, alors qu'allez-vous faire à ce sujet? Encore une chose, si un homme vaut plus mort que vif, vous provoquez un accident mineur, l'assurance paie, et vous faites la même chose à la femme. C'est ce que vous avez en tête pour Christina et moi, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant que vous avez tout découvert, combien nous coûtera votre silence? Eh bien, si vous me rencontrez sur le ring comme suggéré et que vous gagnez, cette somme vous sera donnée avec le reste du pari. Avons-nous un accord? Absolument. Oui, et je vais vous tuer sur ce ring, vous êtes stupide, et j'aurai toujours votre femme et la vendrai. Au fait, 3, juste pour satisfaire ma curiosité, qu'avez-vous fait de ce type à Denver? Il est tombé d'un pont en promenant son chien, mais vous étiez destiné à avoir un accident, et cela pourrait encore arriver. Maintenant que nous sommes tous d'accord, vous pouvez retourner travailler, allez-y, partez. Je rangeai les appareils d'enregistrement et transmis les informations à Harry. Puis j'ouvris ma mallette et en sortis les prospectus que j'avais fait plus tôt, invitant tout le monde au combat et indiquant l'adresse. J'appelai George, mon avocat, pour qu'il rédige les termes de notre pari. Le soir du combat, mon avocat et celui de 3 devaient obtenir nos signatures de consentement et chacun devait prendre les papiers de propriété de l'autre client ainsi qu'un chèque de 20 000 $ à l'ordre de son adversaire. Le vendredi arriva et j'attendais que 3 sortent du vestiaire elle. J'étais déjà sur le ring, assis dans mon coin, vêtu d'une robe à capuche. 3 sortit, portant une robe similaire, levant les bras comme s'il était déjà vainqueur. Il monta sur le ring, fit quelques pas élaborés comme un boxeur et jeta quelques coups de poing en l'air. Il lança sa robe à Chris qui l'attrapa avec un grand sourire. Je sentis une pointe de douleur, mais elle fut de courte durée. Je me levai et jetai ma robe à Lindy qui avait insisté pour venir au combat. Je vis Chris tressaillir et une expression de pure haine traversa son visage. Nous nous tenions l'un en face de l'autre, un ours et un terrier. Je portais un short moulant jusqu'aux genoux avec des bottes de lutte et des gants de boxe. 3 portaient un short de boxe et des bottes traditionnelles ainsi que des gants de lutte. J'avais coupé mes cheveux à la militaire, plats sur le dessus et courts sur les côtés, ce qui, combiné à ma cicatrice impressionnante, me faisait dire aux gens que je ressemblais à un pirate. Maintenant que ma robe était enlevée, mes muscles nouvellement définis étaient clairement visibles et discutés par mes collègues de travail. Même Chris m'évaluait et certains des supporters de 3 se regardaient nerveusement, se demandant s'ils avaient misé sur le mauvais cheval. L'arbitre monta sur le ring. Il n'y aura pas de rounds. Le combat continue jusqu'à ce que l'un des combattants ne puisse plus continuer. Le combat ne sera arrêté que si l'un des adversaires perd connaissance. Il n'y a que 2 règles, pas de morsure et pas de griffure aux yeux. Tout le reste est permis. Il nous appela au centre du ring et vérifia nos gants. Retournez dans vos coins et venez combattre dès que la cloche sonne. Ding ding.
Nous nous avançâmes l'un vers l'autre, fîmes un tour en cercle et Troy essaya de me frapper rapidement, ce que j'esquivai facilement. Je lui souris et lui demandai, « C'est tout ce que tu as ?» Ça a marché, je l'ai mis en colère. Il fit un coup de pied circulaire massif, s'il m'avait atteint, il m'aurait assommé. J'étais prêt à l'esquiver au moment où il passait. Je me levai et poussai son coude, augmentant son élan et le déséquilibrant. Puis je lui fis simplement un croche-pied et il tomba lourdement sur le côté. Je marchai de l'autre côté du ring et, de ma meilleure voix de Bugs Bunny, demandai, « Le grand méchant est tombé ?» Oh, quel dommage! La foule de 3 soies se figea, S. OIT marmonna dans son souffle. 3 se leva, bouillonnant de rage. C'était ce dont j'avais besoin. Il perdit tout concept de boxe quand il hurla, « Je vais te tuer, petite brute » et se précipita vers moi les bras tendus pour me prendre dans une étreinte. Je restai immobile, levai mes mains au-dessus de ma tête pour qu'elles ne soient pas saisies, et ses bras s'enroulèrent autour de moi. Il me souleva du sol, crachant de la bave et criant, « Maintenant tu vas mourir !» Je serrai les mains et lui frappai les oreilles avec mes paumes. Il me lâcha et recula en se tenant les oreilles. Je m'avançai et le frappai plusieurs fois. Il tomba à genoux, se tenant toujours la tête. Je le mis au sol et posai mon pied sur son dos. Puis je lui tordis le poignet et demandai, « As-tu fini? Admets-tu ta défaite? Vous avez gagné, c'est bon, » murmura-t-il finalement. J'ai une dernière question, qui est le mâle dominant maintenant? Toi, bon sang, toi. Je le lâchai et regardai Chris, la voyant effondrée, assise sur sa chaise et pleurant. Mon côté du ring célébrait avec frénésie tandis que Lindy me souriait et me faisait un pouce levé. Je quittai le ring et m'approchai de 2 hommes en costume sombre. « Il est à vous, messieurs. » Ils rirent tous les deux et l'un dit, « Oui, on le fera sortir de l'hôpital dans une semaine ou 2. » Bon travail. Troy était incapable de bouger et dut être emmené à l'hôpital sur une civière. Carl tenta de s'éclipser mais fut intercepté par plusieurs adjoints qui le menottèrent et l'emmenèrent. Ma prochaine étape fut mon avocate qui avait assisté à toute la scène et était occupée à se faire payer. L'avocat de Troy ne sembla pas trop contrarié en remettant les titres de propriété de la voiture et de la maison de Troy, y compris tout le contenu. Mon avocate me donna les clés des 2 et je remis les clés de la maison au serrurier que j'avais engagé pour changer les serrures. Sam s'approcha de moi, me serrant la main, « Je n'ai jamais rien vu de mieux. David a vaincu Goliath devant tous ses amis. Tu l'as fait passer pour un idiot complet. Les gens en parleront pendant des années. Je peux même vendre la vidéo. » Lindy vint ensuite me féliciter avec un câlin et un baiser. Mais arriva et je lui présentai Lindy. C'est ma future femme. Mais dit que nous devrions venir dîner chez elle bientôt et partit. Les gens se dispersèrent progressivement, me tapant dans le dos. Même certains des supporters de Troy s'excusèrent pour mes ennuis. Le lendemain, je reçus un message de Chris me demandant de nous rencontrer à notre ancienne maison. Je répondis que je viendrais mais que j'amènerais Lindy avec moi. Nous arrivâmes à l'heure convenue et entrâmes. La conversation se déroula comme suit, Chris était assise sur une chaise à la table à manger et avait l'air terrible. Je vous ai fait venir ici pour m'excuser de mon comportement et expliquer pourquoi je l'ai fait. Aucune explication n'est nécessaire. Vous avez eu tort et maintenant vous en payez le prix. Non seulement cela, mais quand tu as demandé le divorce et que je l'ai montré à Troy, il a dit qu'il m'épouserait après notre divorce. Mais maintenant qu'il est arrêté, je n'ai plus d'endroit où vivre. Je ne peux plus payer cette maison. Je ne l'ai gardée que pour me souvenir de toi, mais toi, tu es passé à autre chose. Avant que tu ne continues, je pense que tu devrais écouter ça. Je jouais un enregistrement de Troy et de ses amis discutant de son avenir. Quand l'enregistrement se termina, elle se précipita dans la cuisine, saisit un couteau et, avant que nous puissions l'arrêter, elle se coupa le poignet. Je pris le couteau et enroulai fermement une serviette autour de son poignet. Lindy appela une ambulance et nous aidâmes la crise hystérique jusqu'à son arrivée. Je l'accompagnai et Lindy suivit. Quand nous arrivâmes, j'insistai pour qu'elle ait une chambre privée et fournis mes informations d'assurance à l'infirmière d'accueil. Après l'opération, quand ils l'amenèrent dans la salle, elle était encore inconsciente. Le médecin demanda si j'étais son mari. J'expliquai que nous étions en train de divorcer et il dit qu'il voulait la garder sous surveillance. J'appelai la mère de Chris et lui expliquai ce qui s'était passé. Elle dit qu'elle prendrait le prochain vol et me verrait bientôt. Je restai avec Chris jusqu'à l'arrivée de sa mère et lui racontai tout ce qui s'était passé.
Elle dit que Chris était une fille stupide mais qu'elle ne méritait pas de mourir. Je fus d'accord et dis que je paierais toutes ses factures médicales. Elle me remercia et je partis. J'étais de retour au travail depuis quelques semaines lorsque la mère de Chris appela pour dire que Chris avait tenté de se suicider pour la 3e fois en faisant une overdose de somnifères qu'elle avait accumulée à l'hôpital, mais l'infirmière l'avait surprise. Elle fut transférée dans un hôpital psychiatrique près du domicile de sa mère où elle suivrait une thérapie. Je la remerciai pour l'information et mis fin à la conversation. 3 fut reconnu coupable de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre, de traite d'êtres humains, d'administration de substances sans consentement et de fraude. Il reçut 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive et mourra en prison. Carl reçut les mêmes peines. Leurs 3 amis furent chacun condamnés à 25 ans pour complot en vue de commettre un meurtre. Hector fut condamné à 20 ans pour traite d'êtres humains et crime organisé. Chris tenta de se suicider une 3e fois et fut admise dans une clinique de santé mentale où elle fit une dépression nerveuse et finit dans une institution psychiatrique d'État. Lindy et moi avons emménagé dans une maison de 4 chambres et attendons notre 2e enfant dans 5 mois. La vie était enfin belle.